Bon, vous avez noté, hein, c'est bien dimanche et non vendredi. Dimanche entre 23h et 1h, dimanche 30 juin, je serai en compagnie du docteur Sylvain Mimoun, qui est gynécologue, andrologue, donc que vous soyez un homme, une femme, spécialiste de la sexualité aussi, vous pourrez lui poser toutes vos questions, y compris des questions d'ordre médical. D'ailleurs, si vous avez des baisses de désir, si vous avez peu de plaisir ou au contraire une sexualité exacerbée, peu de fantasmes ou peut-être des fantasmes qui déroutent votre partenaire, des questions d'ordre médical, un compagnon qui est assez accro aux films pornographiques, des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, eh bien vous pourrez lui poser toutes vos questions en direct entre 23h et 1h, et vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer vos questions par mail sur le site europe1.fr. Mais pour l'heure, je vous invite à prendre la parole en appelant le 3921 où vous attendent Jeanne et Paul. Vous avez carte blanche puisque c'est vous qui composez le menu de cette émission en parlant de tous les sujets qui vous tiennent à cœur. C'est Philippe Chartier qui réalise l'émission et bien sûr vous pouvez également nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Christiane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous écoute, vous êtes à l'antenne. Alors j'ai appelé parce que ça fait 2 fois que je vous appelle. Parce que bon, je vous écoute depuis plus d'1 an et je vous trouve excellente psy. Et bon, moi j'ai un problème personnel. Disons, mon mari a la maladie d'Alzheimer. Oui. C'est très très difficile à vivre ça, si vous voulez. Oui. Voilà. Oui. Il est dans une unité Alzheimer depuis 1 an. Il est rentré en mai 2012. Oui. Et je vais le voir de temps en temps. J'y étais aujourd'hui parce que c'était l'anniversaire. Tous les anniversaires des résidents se font, tous les résidents qui sont nés au mois de juin. Donc j'étais là-bas et je suis toujours amoureuse de lui malgré sa maladie. Et puis c'est très difficile, quoi. Voilà. Et je peine, et autant il y a 1 an j'acceptais cette situation, autant plus ça va, j'ai peur de la vieillesse, j'ai peur enfin je suis seule, hein, bien sûr. Mais oui. Mais j'ai peur de vieillir seule alors que notre vie était toute tracée pour faire nos jours ensemble. Et voilà. Oui, vous êtes angoissée, plus ça va. Oui, je suis un petit peu, oui. Si vous voulez, quand je vais le voir à chaque fois, je prends sur moi, quoi. Je me dis comment je vais le trouver, il me reconnaît toujours. Oui. Il est content de me voir. Bon. Voilà. Mais je fais des crises de spasmophilie, si vous voulez. C'est ça qui m'inquiète un peu. Oui, mais c'est votre angoisse. Hein. Oui, bien sûr. C'est votre angoisse. C'est-à-dire que là, il a fallu faire face dans les premiers temps où on vous a annoncé le diagnostic, puis l'avancée de la maladie, parce que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, j'imagine. Non. Puis le placement dans cette unité. Maintenant, maintenant que toutes ces choses sont mises en place, vous vous retrouvez seul, de fait, dans votre quotidien. Je me reconnais pas. Pourquoi ? J'ai l'impression que c'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre qui est en moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que... je me suis pas écroulée, j'ai fait face. Je sais pas comment je fais. Je sais pas comment je fais, mais je le fais. Voilà. Et je me reconnais plus. J'ai l'impression que je suis plus la même personne. Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses. Je me suis mise à faire plein de choses que je ne faisais pas avant. Par exemple, j'étais à des cours de relaxation pour essayer d'évacuer le stress, l'angoisse et tout ça. Ça me plaît beaucoup. Je fais plein de choses que je faisais pas avant, des choses différentes. Je jardine beaucoup, alors qu'avant c'est mon mari qui faisait tout ça. Le bricolage, je m'y suis mise. C'est étrange, quoi. Donc il y a eu, ça c'est la dimension positive, c'est-à-dire que vous avez développé beaucoup d'autonomie, si je comprends bien. Oui. Bien obligé. Et oui, mais en même temps, comme vous dites, vous ne vous êtes pas effondré, vous avez dû faire face, puiser en vous-même et trouver des ressources que vous ne soupçonniez pas. Du tout. Et finalement, je ne reconnais pas. Oui, mais dans le bon sens du terme, là, pour le coup. Oui, on peut dire comme ça, oui. Ça n'empêche pas que c'est quand même difficile à accepter. Hein. Je pense qu'on n'accepte pas une maladie comme ça. Enfin, quand le terrible verdict est tombé je ne sais plus quelle année c'était,
en 2009, je crois, oui, c'est ça, à la Salpêtrière. On nous l'a annoncé d'une façon tellement brutale que j'ai cru que, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de doigté dans tout ça, je veux dire. On vous annonce en face, voilà, vous conduisez, madame? Je réponds oui. Ah bon, parce que maintenant il faudra que vous conduisiez, parce que votre mari ne conduira plus. Donc lui, il a déjà eu un choc. Ça a été dit comme ça? Comment? Ça a été dit de cette façon-là? Ça a été dit de cette façon-là, madame, oui. Ah, oui. Une jeune docteure qui était très sympa, mais je trouve qu'on n'a pas mis beaucoup de gants pour le dire. Oui, ça manque de tact, oui. Ah oui, beaucoup. Oui. On est arrivé à la maison, donc on était à Paris, sur Paris, on est allé en train. On est arrivé, il m'a dit, il a piqué une colère, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bonnes femmes qui racontent que des conneries? Enfin, il a nié l'évidence, si vous voulez. Oui, parce qu'en plus, on touche la conduite. Alors même si c'est une réalité, mais c'est quand même, pour le coup, là, on est vraiment dans l'autonomie. Et tout d'un coup, on lui dit, ça ne sera plus possible. Tout à fait. Donc, et en plus, en s'adressant à vous, vous conduisez, il va falloir vous y mettre parce que là, on lui dit, vous êtes out, quoi. Vous n'êtes plus en état de fonctionner, plus en état de marche. C'est violent, je trouve. Très violente, très violente. Et je pense, j'ai fait partie de Niève Alzheimer. Je me suis adressée à eux pour avoir un peu d'aide. Oui. J'ai fait une formation Niève Alzheimer. J'étais amie avec la présidente. Enfin, ça s'est trouvé comme ça. Oui. Et donc, si vous voulez, quand je leur ai dit comment ça s'était passé, ils n'en venaient pas, quoi, de vous dire ça comme ça. Oui, de but en blanc. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'annoncer. Il ne s'agit pas d'être dans un déni, mais tout est dans la façon de l'annoncer quand même. Voilà, tout à fait. Là, si tout d'un coup on lui retire, en lui retirant son autonomie, c'est on lui retirer sa dignité aussi. Enfin, c'est-à-dire vous n'êtes plus capable. Maintenant, c'est votre femme qui prend le relais. Et puis, Alors, je cachais les clés parce qu'il n'admettait pas de pas conduire. Donc, je cachais les clés de la voiture, ce qui est très facile à faire, vous imaginez, pour pas qu'il conduise. Et puis, après, je disais, mais je suis très capable. Moi, j'adore conduire, même quand j'étais très fatiguée, je conduisais parce que je me disais il avait toujours les réflexes, si vous voulez, mais il savait plus où il était. Et voilà. Oui. Quand on est à 3 km de chez nous, il ne savait pas comment rentrer chez lui. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas les réflexes, c'est le côté se situer dans l'espace. Voilà, l'espace et le temps, ça, il a complètement perdu ça. Ouais. Il y a combien de temps qu'on a posé le diagnostic? C'était en 2009 à la Salpêtrière. D'accord. Il avait vu le professeur Dubois, qui est quand même un grand spécialiste, très médiatisé, il y a quelques années, qui n'avait pas parlé d'Alzheimer, mais enfin c'était quand même un problème de mémoire déjà depuis longtemps, quoi. Voilà, et moi, actuellement, je peine, quoi. Et bien, à nouveau, j'accepte pas parce que je le vois, puis je le vois qui est bien, qui me parle, cet après-midi, il était particulièrement bien. J'avais même pas l'impression qu'il était malade. Oui. Alors qu'il fait encore des crises de démence, je le sais. Oui, parce que c'est ça. Vous avez pris la décision de le placer dans une unité, c'est que son état c'était quand même considérablement dégradé. Vous parlez de crise de démence. En fin de compte, c'est pas moi qui ai pris la décision. Si vous voulez, il a fait une crise tellement violente qu'il est devenu très dangereux à mon égard. D'accord. Ouais. Et la première fois, j'ai appelé les pompiers, qui m'ont dit qu'ils l'ont raisonné. Oui. Ils sont repartis. Oui. La deuxième crise, les pompiers et les gendarmes sont venus en me demandant si je voulais porter plainte. Je les ai regardés, j'ai dit, attendez, il est malade, je ne vais pas porter plainte contre mon mari, c'est une maladie. Bien sûr. Je crois qu'elle n'est pas très connue, cette maladie, enfin, tant mieux, mais bon. Si, mais ils n'ont peut-être pas réalisé à ce moment-là, lorsqu'ils sont venus en situation d'urgence, ils n'avaient pas réalisé que c'était ce diagnostic-là. Je leur ai dit pourtant. Oui, et puis la troisième crise, ma foi, c'est le SAMU qui est venu, il pleuvait à plein temps, le médecin m'avait laissé une lettre dans la boîte aux lettres, j'ai failli me faire tuer, mais enfin, personne ne réalisait. Alors là, ils l'ont emmené au SAMU, il était très très violent, ils l'ont attaché, ils l'ont emmené à l'hôpital psychiatrique, c'était horrible. Ensuite, il a fait 1 mois au Pré-Poitiers, qui est un hôpital psychiatrique à côté de l'hôpital de Nevers, puisque j'habite Nevers. Et puis, donc il est parti, j'ai cherché une maison, c'est pas facile à trouver. Non. Et puis j'en ai trouvé une où il est bien, où il est bien apparemment. Ah, il est bien, je pense que... Apparemment, il se sent bien, il est en sécurité, il se sent serein pour que... Vous voyez, alors il y a des jours où il doit être mieux que d'autres forcément, mais vous me dites que cet après-midi, vous aviez même le sentiment qu'il n'était pas malade, enfin... de la maison, je lui montre des photos de la maison... Puis de temps en temps, je vois la tristesse dans ses yeux, parce que de temps en temps, il a des éclairs de lucidité. Oui.
Oh, c'est pas facile à vivre. Non, oui, c'est presque plus difficile d'ailleurs quand ils ont ces moments de lucidité. Oui, parce que là, oui, c'est il est triste. enfermé comme un rat, je vais dire. Hein. Oui. Même si sa chambre est très belle, même si les infirmières sont gentilles, il est quand même enfermé comme un rat. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est difficile ces moments où ils ont encore ces éclairs de conscience comme ça. Alors les moments où finalement ils sont plongés ailleurs, au fond, on se dit qu'ils ne mesurent pas ou moins, enfin ça ne veut pas dire que c'est pas angoissant pour eux, mais ils réalisent moins. Alors que quand ils ont ces moments-là, c'est vrai qu'on sent parfois des moments de tristesse, mais qui passent à partir du moment où ils sont sécurisés, où il était heureux de vous voir, et où certainement s'il est dans cet état-là aussi tranquille comme ça, de calme, c'est qu'il est dans un bon environnement. Je pense qu'il est dans un bon endroit. Et ça, c'est important aussi pour vous, de vous dire que vous avez trouvé un endroit où il est bien traité, à tous les sens du terme. Tout à fait, oui. Parce que c'est déjà une décision difficile à prendre, même si vous n'aviez plus le choix. Mais ça serait difficile comme vous dites, de trouver des unités spécialisées. Il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y a pas de place. Plutôt que malheureusement, il y a encore des patients qui sont placés dans des lieux qui ne sont pas adaptés à leur pathologie. Écoutez, la première fois qu'il a été, pour ne pas citer, c'est la Charité-sur-Loire, un hôpital psychiatrique. J'avais le bras dans le plâtre. À l'époque, je ne pouvais pas conduire. Je me suis fait conduire par une amie. Quand je suis arrivée, j'ai demandé à le voir. Il y a une assistante qui est venue, quelqu'un qui est venu, une dame qui est venue, qui m'a dit « Le docteur ne veut pas vous voir, elle ne le connaît pas ». J'ai dit « Qu'est-ce qu'on lui fait? On le pique? Qu'est-ce qu'on le fait ?» on ne peut pas vous répondre. Donc je suis repartie chez moi sans en avoir aucune nouvelle. C'est quand même un peu inadmissible. Oui. Vous ne croyez pas? Si. J'ai le droit quand même de savoir, moi son épouse, moi sa femme, de savoir ce qu'on lui fait. Oui, bien sûr. Oui, en tout cas, c'est très angoissant de vous laisser comme ça dans l'incertitude. Je trouve, oui. Parce que du coup, on se dit qu'est-ce qu'on me cache, vous voyez, on invente des scénarios pires que la réalité souvent. J'ai beaucoup d'imagination moi en plus. Alors, oui, mais c'est normal. Quand on s'angoisse, on a toujours beaucoup d'imagination. Donc là, même si c'est difficile pour vous finalement, c'est toujours des moments, si vous le voyez pas bien, vous dites bon, la maladie progresse. Là, vous l'avez vu bien en disant oui, presque, qu'est-ce qu'il fait là? C'est comme s'il n'était pas malade. C'est exactement ça. Mais dans les faits, vous savez bien qu'il est malade. Et tant mieux s'il a des moments comme ça ou de tranquillité finalement, de sérénité. Oui. Mais vous savez au fond que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Mais c'est difficile, c'est cette distance qui s'installe malgré tout. Voilà. Malgré tout, bien sûr, oui. C'est très très dur. Hein. On est veuve sans être veuve en fait. Oui. D'une certaine façon, oui, c'est vrai. C'est ce qui est compliqué, c'est qu'il y a d'une certaine façon un deuil à faire du vivant de la personne. C'est-à-dire que c'est impossible ça. C'est impossible de faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. Il y a un deuil de ce qui, comme vous dites, de ce qu'il était avant et de ce que vous partagiez et de ce que vous espériez vivre ensemble. C'est-à-dire, voilà. Donc oui, il y a des deuils à faire. Il y a plusieurs deuils à faire de ce qu'il était, puisque ce n'est plus la même personne. Vous ne vous trouvez plus en face de la même personne. Non. Donc c'est quand même difficile. Il faut vous adapter à ça. Donc si ça demande des aménagements, c'est compliqué, ça prend du temps. Enfin, c'est pas étonnant que vous soyez par moments traversé d'angoisse. Enfin, vous voyez, qui se manifestent par ces crises de spasmophilie. Oui. Moi, je les avais avant, les crises de spasmophilie. Elles ne sont pas venues avec la maladie de mon mari. Vous pouvez avoir un terrain anxieux. Ah oui, bien sûr, oui. Vous pouvez avoir avant. Et ça vous aide un peu ce que vous faites là, la relaxation? Ah oui, énormément. Énormément. Je fais de la gymnastique aussi. D'accord. J'ai des amis, je vais au cinéma alors que j'y allais jamais avant. J'ai beaucoup d'amis qui sont seuls, comme moi, pour différentes raisons. Divorcés, veuves. Donc on se retrouve de temps en temps et ça vous a rapproché d'elle, voilà, et vous faites des choses ensemble. Oui. Et là, je vois vraiment mes amis, si vous voulez. Avant, on avait beaucoup d'amis, entre guillemets, parce que c'est des gens qui avaient besoin de nous, sans doute. Je ne sais pas pour quelle raison. Si, je me doute, mais bon. Et maintenant, je vois vraiment, les vrais amis sont toujours là. Les pas bons, ils sont partis. Oui. Ça leur fait peur. Ça fait peur à tout le monde, mais bon, voilà.
Oui, mais finalement, c'est ça. Peut-être vous faisiez beaucoup de choses avec votre mari, si je comprends bien. Oui, énormément de sport. D'accord. On faisait énormément de sport. On faisait de la marche, du vélo, on avait une piscine. D'accord. On se baignait, on faisait de la nage, on faisait beaucoup de choses ensemble, oui, tout à fait. On était toujours ensemble, en fait. Mais ce qui est quand même, je trouve formidable, c'est que vous avez une capacité à rebondir qui est quand même assez formidable et surprenante, c'est que vous avez développé vraiment de l'autonomie, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas effondré, vous avez fait des choses que jusque-là vous déléguiez à votre mari, le jardinage et autres, vous vous y êtes mise, c'est-à-dire que au lieu de vous morfondre, de vous apitoyer sur vous-même, ou vous avez dit voilà, je vais le faire. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Ou on avance ou on s'effondre. Mais ça vous fait prendre aussi de l'assurance, de la confiance en vous, vous montrez que vous êtes capable de faire. Oui, mais je me surprends moi-même, je vous dis, je me reconnais plus. Mais dans le bon sens. Oui, on peut dire peut-être, je sais pas. Je trouve que ça fait, il y a toujours dans toute épreuve qu'on traverse, il y a évidemment des choses qui peuvent nous fragiliser, mais il y a aussi des choses qui nous renforcent. Je trouve il y a des côtés qui vous renforcent. Oui. Vous avez une force. Oui, je sais pas où je la prends, ça je sais pas, mais... vous puisez en vous-même. Parfois on est, comme vous dites, dans ces cas-là, on n'a pas le choix. On est obligé. Finalement, d'être dans une certaine sécurité affective ou matérielle, ça anesthésie un peu. Le confort anesthésie. Tout à fait. Le confort de vie anesthésie. C'est vrai. Les épreuves, alors ça ne veut pas dire qu'on va les souhaiter et qu'on va les souhaiter à ceux qu'on aime, évidemment pas. Mais du coup, c'est ce qui forge les tempéraments aussi. Hein. On voit des tempéraments comme ça, souvent qui se forgent à travers des épreuves. Je sais pas. En tout cas, c'est mon mari qui avait la plus forte personnalité des deux. Ça, c'est clair. Hein. C'est lui qui avait la plus forte personnalité. Et je m'aperçois que j'en ai une aussi, et puis qui est importante. Oui. Mais bon, quand on est un couple, il faut aussi faire des concessions, hein, bien sûr. Voilà, mais peut-être, c'est ça. C'est-à-dire que vous aviez... beaucoup. Oui, c'est-à-dire que votre mari, c'était lui qui peut-être, dans le couple, avait un peu l'ascendant. Parce que vous dites la forte personnalité. Et vous l'aviez un peu étouffé, mis à bas bruit. Et vous vous rendez compte que vous avez de la personnalité. Pour faire face comme vous faites, très certainement. Oui, disons que je l'admirais beaucoup parce qu'il avait réussi professionnellement, autodidacte, hein, il était bien arrivé dans sa profession et j'avais les yeux, si vous voulez, de quelqu'un qui admire quelqu'un d'autre, quoi. Et maintenant, je suis face à la réalité toute seule et il faut bien que je le fasse. Et je le fais, voilà. Oui. Je fais pas tout. Hein. Non, écoutez, vous en faites déjà beaucoup, je trouve, hein, Christiane. Je vous propose qu'on accueille, il y a Chantal qui est avec nous au 3921 et qui vous a écouté attentivement et qui aimerait bien vous parler. Je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un petit peu émue, mais ça va bien se passer. Je me reconnais en Christiane. Oui. Et le déroulement de la maladie de mon mari, c'est la même chose que verbalise Christiane. Hein. Alors ça m'émeut beaucoup. Oui. Et moi, mon mari est décédé depuis 4 ans. Mais j'avais trouvé une maison de retraite où il était très bien. Oui. Et j'ai continué mes activités. J'avais la chance d'être musicienne. Et puis, comme Christiane, je me suis découverte autonome. Il y a eu des jours fort difficiles. Et aussi, j'ai fait appel à une association où des groupes de parole étaient organisés. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et maintenant, je suis bénévole. Et en binôme avec une psychologue, nous accueillons les familles, nous aidons les aidants familiaux. Et c'est passionnant. Oui, il y a un travail très important à faire autour des aidants familiaux qui ont vraiment besoin d'être soutenus, entourés, parce que c'est très lourd. J'ai des témoignages en tête comme de personnes qui m'ont appelé, qui tenaient ce rôle-là, et c'est très difficile, et qui souvent d'ailleurs disaient trouver beaucoup de réconfort auprès des associations, telles que. Oui, on a des retours très
très chaleureux. Tous les mois, on se réunit dans un café. Ah oui, je l'ai fait aussi, ça. Oui, Café Répit. Il y a des fidèles, on se retrouve. Ah oui. Et c'est vrai que, comme Christiane, je me suis découverte plus forte que je n'ai croyé être. Mon mari avait une forte personnalité aussi. Et le diagnostic, il avait 62 ans. Oui, il était jeune. Hein. Il était jeune. Oui, c'est jeune. Moi, j'avais 60 ans. Ah oui, c'est jeune, hein, vraiment. Ouais. C'est jeune. Oui. Oui, c'est jeune pour une telle maladie. Oui. C'est une maladie terrible. Enfin, on va faire des progrès. Il y a déjà des choses. On travaille sur ces maladies comme ça, cette perte de repères, cet effacement finalement comme ça. C'est très angoissant, je trouve. Aussi bien pour la personne qui le vit certainement que pour ceux qui l'aiment. Enfin. Oui, mais oui. Et bon, par exemple, mon mari, c'était quelqu'un d'assez calme, d'équilibré. Et moi aussi, pareil. Ah bah oui. Pareil, la même chose. Je l'ai vu, une belle réussite. Enfin, on a des enfants aussi. Enfin bon, on était heureux. Oui. Et il avait voulu prendre sa retraite très tôt, qui m'avait un petit peu inquiétée. C'est comme s'il se sentait plus capable de... Enfin, il voulait aussi profiter de la vie. Bon, oui. Voilà, bon. Oui, après coup, avec le recul, vous l'avez analysé comme s'il se sentait peut-être fatigué ou plus même. Je pense, oui. Oui, on analyse beaucoup. On cherche toujours. On cherche. Quand ça a pu... Qu'est-ce qui est arrivé? Et je m'en suis pas rendu compte. On se culpabilise beaucoup. Hein. Mais on a une petite flamme au fond de soi que je sens chez Christiane. Alors je voulais lui faire part que j'étais avec elle. Quoi. Oh, c'est gentil, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Oui. Oui. Et maintenant, vous faites partie... Cette association, c'est France Alzheimer? C'est France Alzheimer, oui. D'accord, oui. Et oui, moi, j'ai une formation, j'ai fait des stages, je rencontre aussi les autres bénévoles ont aussi vécu la maladie. Et nous formons une bonne équipe aussi. Oui, et ça donne du sens pour vous, c'est important, parce que vous pourriez dire, après avoir traversé cette épreuve, justement, vouloir tirer le rideau, passer à autre chose, et au contraire, vous avez envie de vous engager auprès des familles, de les soutenir. C'est pour vous, ça vous aide aussi. Pour moi, ça m'aide aussi. Oui. Je suis différente de Chantal, là, moi. Oui. Moi, j'ai coupé court parce que je ne veux plus entendre parler de cette horrible maladie. Et par contre, je suis en relation toujours avec des gens avec qui j'ai fait la formation. On se téléphone, on se donne des conseils. D'accord. Mais l'association Nièvre Alzheimer, je l'ai quittée parce que je voulais voir autre chose dans la vie, quoi. Parce que là, je ne pouvais plus... Rien que le mot vous aviez peut-être besoin de points comme ça, de ressourcer, parce que vous êtes dans la traversée de la maladie. Vous êtes à des moments différents aussi. Puis chacun réagit aussi en fonction de ce qu'il est, de sa personnalité, de son histoire, et c'est à respecter, hein. Oui, bien sûr. Et puis, moi, je ne fais pas que ça. Hein. Je ne compte pas que... Heureusement. Non, je fais partie d'une autre association autour des loisirs, disons. Moi aussi. Oui, il faut absolument garder des liens avec autre chose. Hein, et votre époux n'en souffrira pas. Non, mais au début, je lisais que des livres sur Alzheimer. J'étais bloquée là-dessus. Les revues, les livres, j'ai tout vu ce qu'on pouvait voir là-dessus. Et puis à un moment, je me suis dit, il faut passer à autre chose. Et je suis passée à autre chose. Je ne vais plus faire partie de l'association. Je n'en fais plus partie d'ailleurs. D'ailleurs, mon amie l'a quittée aussi. Celle qui était présidente a quitté. Et la présidente qui, n'est pas, n'est pas proche de moi. Enfin, on n'est pas proche. Donc, oui, mais ça correspondait à un moment que vous aviez besoin de comprendre. Oui, ça vous a aidé. Et puis maintenant, la maladie ayant avancé, votre mari étant dans une structure où vous savez qu'il est bien, qu'on prend bien soin de lui, vous avez besoin aussi, vous, d'avancer, de continuer votre propre chemin de vie et de ne pas rester enfermé aussi dans la maladie. Parce qu'il y a la maladie, mais il y a aussi malgré tout la vie
continue. Bien sûr, et d'ailleurs, quand vous allez voir votre mari, vous pouvez lui insuffler aussi autre chose que, vous voyez, des moments on peut leur apporter un peu de bol d'air. Oui, c'est important. Oui. Tout à fait, oui. Je vous propose, on a également Daniel qui est avec nous. Je crois qu'on va l'accueillir et puis conclure avec elle. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Daniel. Ça fait de nombreuses années que je vous écoute et Europe numéro 1 depuis plus de 50 ans. Donc voilà, je connais tout. Hein. Merci de votre grande fidélité. J'écoute toujours vos émissions. J'ai déjà participé d'ailleurs. Et je suis bien sûr en accord avec les personnes que vous avez, Christiane et puis Chantal. J'ai un mari c'est une maladie apparentée à l'Alzheimer, c'est la maladie à corps de Lévy. Oui, mon mari c'était ça aussi. Voilà, c'est-à-dire avec des hallucinations, de l'agressivité, des crises de démence, bref. Donc c'est vrai qu'au début on est un petit peu perdu. Bon, on est un petit peu épaulés, mais c'est à nous de nous débrouiller, comme l'on dit. Bon, après, viennent les crises, les problèmes que l'on ne peut plus assurer parce que moi, mon mari tombait sans arrêt, je ne pouvais plus le relever. Il était agressif, enfin, c'était vraiment insupportable. J'ai gardé 2 ans et demi, puis je n'ai pas pu plus. Mais j'ai eu la chance de trouver une maison à côté de l'hôpital où je suis. Et comme ça, j'y vais à midi, j'y vais le soir, je vais le faire manger. J'ai une petite l'après-midi qui le descend peu. Disons que c'est un peu, quand on les place, bien sûr nous ne sommes pas bien, surtout qu'il a fait plusieurs services avec des problèmes, AVC, machin, plein phlébite, trucs. Et on est un petit peu perdu parce qu'ils changent les traitements, ça perturbe le malade, il les change de service, ils ne savent plus où ils en sont dans cette maladie. Il vaut mieux qu'ils soient dans un service, puis après qu'on ne les bouge plus. C'est au bout de 6 mois, nous sommes quand même arrivés à le mettre à l'endroit où il fallait. Et c'est vrai que après tout le monde s'apaise un petit peu. Le malade, nous-mêmes, nous trouvons nos repères avec le personnel, avec tout cela. Et nous faisons avec. Et puis moi je fais comme vos auditrices, là, je fais toujours du sport. Vous êtes comme Christiane, vous avez 71 ans, mais vous êtes très sportive, hein, le vélo, la marche, les amis. Ça m'a toujours aidée dans la vie et ça continue, voilà. Bon. J'adore le vélo, j'écoute Europe numéro 1 avec mon vélo, mon petit poste dedans, ma petite sacoche. Et d'ailleurs, on voit que vous êtes vraiment une fidèle puisque vous dites Europe numéro 1. Ça c'est un signe. Oui, ça c'est un signe. Oui, non, vous avez le droit de dire Europe numéro 1. Excusez-moi, je vous interromps. Vous allez suivre le Tour de France alors? Pardon ? Vous allez suivre le Tour de France. Je vais essayer d'aller faire, je voudrais bien quand même faire l'étape du col, de l'Alpe d'Huez, mais je vais le faire cool, hein, je vais pas le faire comme le Tour de France. Ah non, mais vous allez le faire, mais pas en spectateur. Je ne suis pas loin, je suis à Aix-les-Bains. D'accord, mais vous allez le faire c'est pas très long, vélo. Il y a 13 km si l'on veut. Oui, d'accord, mais enfin c'est un col quand même. C'est un col. Oui, mais vous savez, la Savoie, c'est pas les kilomètres, oui, mais c'est ça, si vous êtes dans une région où au chapeau pour faire du vélo. Oui, nous connaissons les cols et tout ça, voilà. Bon. Mais bon, j'aime bien le vélo, je fais même du vélo dans l'eau, l'aquabike. Oui, ça c'est génial, l'hiver, voilà. Bon, wow, quelle santé. Bon, pardon, je vous ai interrompu, mais je sais plus, c'est Chantal ou Christiane qui voulait vous poser une question, je crois. Oui. Allez-y. Oui, je ne sais plus. Vous ne savez plus. Toutes les aidants que je peux rencontrer là depuis 3 ans, et ceux qui font du sport, on les encourage bien sûr à continuer. Bien sûr. Oui, parce que ça, c'est l'exercice physique, ça fait évacuer beaucoup de choses. Oui. Voilà, c'est cela. Ou surtout ne pas abandonner une activité artistique, comme moi c'est plutôt la musique, quoi. Oui, mais c'est bien que ce soit dessin, musique, que l'on veut, gym. Moi, je suis admirative devant vos forces de caractère et votre vitalité, franchement, parce que c'est vrai que, vous le savez,
vous écoutez l'émission, je suis pas une très grande adepte du sport, mais je trouve que quand je vous entends, ça donne envie d'en faire parce que on sent une énergie, une belle énergie, quoi. Je pense que ça doit vous aider, comme vous dites, à évacuer beaucoup tout le stress quand même et toute l'angoisse. Oui, à évacuer beaucoup de choses. Par contre, je me suis pas mis la tête dans la maladie d'Alzheimer. J'ai pris un article, le premier que j'ai trouvé sur la maladie de Lévy, je l'ai lu, et puis après j'ai dit c'est bon. Je suis allée à 2 réunions d'Alzheimer. Je me suis dit, moi je rentre chez moi, il faut que je me débrouille et tout. Je peux pas dire que ça m'ait spécialement aidé, mais bon, je voulais pas trop faire partie de cette association. Je sais pas pourquoi, je voulais pas trop. Je dis, j'ai déjà mon mari à m'occuper, tout cela, il faut que je comprenne tout cela, et il faut que je suis sur le terrain tous les jours, donc. Voilà, mais bon, je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui aident et c'est très bien. Hein. Mais le pas est difficile d'aller à ces séances, c'est très dur. J'ai pas trop aimé. Il y a des gens qui n'aiment pas les premières séances. Hein, mais ça c'est une question de personnalité. Vous savez, chacun fait en fonction de vous trouvez aussi un moyen de vous oxygéner, de trouver de la force, de l'énergie, comme vous c'est à travers le sport, les activités. Et c'est très bien comme ça. Bon. Ce qui est bien, c'est que quand on sent que le malade est quand même enfin apaisé. Oui, ça c'est important. Il a des crises de temps en temps, mais bon, on sent qu'il est bien. C'est bon signe. Petits repères. Oui, quand ils sont bien accueillis dans une. Qu'on a confiance dans les soignants, qu'on sait qu'on peut s'absenter, qu'ils vont être. On ne s'inquiète plus. Moi, partir 2 jours, mais je pensais pas, mais quand j'ai compris qu'il était bien structuré, bien accueilli, c'est réconfortant, ça évite de culpabiliser. Par rapport. Et puis c'est vrai que par rapport à cette maladie, il y a quand même la recherche est très dynamique dans ce domaine. Hein. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des médicaments qui vont protéger les neurones, d'autres qui vont prévenir les inflations. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais il y a quand même il y a une volonté, une motivation qui sont là et quand même des pistes sérieuses. Hein. Il y a une recherche très très active. Oui, parce que comme l'on dit, ça peut arriver à tout le monde et je pense que les personnes dans la recherche en sont conscientes et se disent pourquoi pas nous, pourquoi ça peut être malheureusement. On peut, en tout cas, c'est vrai qu'on connaît pas encore la cause, mais on connaît l'évolution des symptômes et on peut espérer bloquer, disent les chercheurs, le processus de dégénérescence. Déjà essayer pour le moment, il n'y a pas de médicaments. Non, pour le moment, il n'y a pas de médicaments. Mais pourquoi ces protéines se déposent? Mais il y a beaucoup de molécules. Oui. Pourquoi il y a encore des zones d'ombre. C'est fou ça. Mais toute la recherche quand même autour du cerveau est quand même très dynamique là. Donc c'est tellement complexe. En espérant effectivement que les chercheurs trouveront. Ce sont souvent des personnes qui ont été très dynamiques. Mon mari était à la mairie, il s'est occupé de plein d'associations, il avait un commerce de meubles, et pourquoi c'est comme ça. Oui, et puis il y a d'autres personnes comme Chantal et Christiane et puis d'autres et puis voilà quoi. Donc on n'arrive pas à faire des statistiques de savoir est-ce qu'elles avaient des facteurs de risque des choses comme ça. Oui, on ne sait pas bien. On ne sait pas bien encore. On ne sait pas bien. Non. Moi je peux prendre la parole. Et ça sera pour conclure alors. Oui. Je me demande quand même, mon mari avait fait quand même 2 AVC il y a environ 12-15 ans, en 93. Je me demande quand même si c'est pas la suite. C'est possible. Moi j'y crois. Moi j'y crois un petit peu. Mon mari aussi en a fait. Et je me dis, les neurones, ils les ramassent quand même là-haut. Hein. Voilà. Alors, après... En tout cas, merci pour ces témoignages qui, pour aborder un sujet difficile, montrent que vous restez des femmes courageuses et pleines de vie et d'espoir. Donc, merci beaucoup d'en avoir parlé. Et bon courage à vous toutes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci pour vos émissions. Je vous écoute aussi depuis très longtemps.
Mais ça je vous m'a remercie. beaucoup aidé. Je vous remercie Ça m'aide à beaucoup. m'endormir, vos émissions. Bon. Je m'endors qu'à la fin, attention. Non, moi, Ah, ça merci. m'endort pas. Je ne Merci. m'endors qu'à la fin. Merci, parce qu'il ne Parce dit que pas je que tiens à c'est aller jusqu'au bout. soporifique. Hein. Merci. Non, merci. non, mais j'ai du mal à dormir et j'écoute vos Mais je suis émissions ravie de jusqu'à vous la fin. tenir compagnie alors. Oui, c'est très important. Si c'est Vous êtes la dernière voix que j'entends avant de m'endormir. Voilà. Bon. Ça m'arrive Je vous- aussi. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Au revoir. Belle Au soirée. Au revoir. C'est agréable, voilà. Bonsoir Mathilde. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie de vous entendre. Mais J'ai moi aussi. découvert vos émissions il y a peu de temps et Ah bon vraiment j'apprécie beaucoup. Oui. D'accord. Il y a combien de temps? Oh, il y a un mois à peu près. Ah oui, en effet. Oui. Bon, bienvenue alors Voilà, parmi je nous. vous apprécie beaucoup et je trouve que vous avez vraiment des jugements très perspicaces. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Merci de m'appeler en tout cas. Voilà, bon, c'est un peu intimidant, mais bon. Je vais vous aider un peu. Vous avez rencontré... non, vous avez une relation avec un homme depuis 1 an. 1 an Oui, et 3 depuis mois, 1 c'est an et 3 précis. mois, voilà, c'est ça. Et alors Voilà. le problème, c'est qu'il a des horaires totalement décalés par rapport aux vôtres. Oui, voilà, exactement. Oui, c'est-à-dire qu'il a Je vais pouvoir vous aider, je pense, parce que c'est un problème que je connais bien. Oui, voilà. Donc en fait, il a quasiment jamais de week-end de libre. Sinon, on peut se voir à partir de minuit le soir quand il sort du travail. Et quand il travaille pas, moi je travaille. Moi j'ai des horaires classiques de bureau. Et, Oui. Bon, c'est vrai que il m'impose ses horaires de fête parce que je suis obligée de m'adapter à ses horaires. Et moi j'ai 46 ans, je vis seule, on n'habite pas dans le même appartement. Oui. Donc c'est vrai que j'ai pas d'enfant, donc je ressens quand même pas mal la solitude parce que quand on n'est pas ensemble, je suis toute seule dans mon appartement. Et c'est vrai que on se voit pas beaucoup et cette situation n'est pas prête de changer parce que avant il travaillait à 80%, mais là il vient de se mettre à 100%. Et il me dit que qu'on lui impose ses horaires et que ça pourra pas changer, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez handicapant, quoi, pour une relation. Oui, c'est vrai. C'est compliqué. Donc lui termine à minuit. Oui, alors quand il travaille, il termine souvent. Alors soit c'est à 9h30 du soir, soit c'est à minuit. Il y a, disons, 2 jours à 9h30 et 3 jours à minuit. Et puis quand il travaille pas, là il a toutes ses journées, mais souvent c'est en semaine et il travaille souvent le week-end en fait. Donc on est complètement décalé. Oui, vous êtes en complet décalage. Oui, alors de embêtant. temps en temps il a 1 ou 2 week-ends quand même. Disons sur 2 mois, il a à peu près 2 week-ends tous les 2 mois, quoi. Mais c'est vrai que moi je me pose la question, je me dis mais est-ce que je vais pas le quitter, quoi. Enfin bon, c'est assez dur comme décision à prendre, mais parce on s'entend bien, on a une bonne relation, c'est bien en fait, mais c'est vrai que c'est un peu oui, usant, vous êtes trop, vous vous sentez trop seule dans cette histoire. Ouais. Oui, voilà. Vous lui en avez parlé? Oui, je lui en ai parlé et en fait, il me dit je peux rien faire, c'est comme ça, c'est pas de ma faute. Voilà, donc. Non, ça c'est certain, parce que finalement il se sent impuissant à résoudre la situation puisque c'est son rythme de travail. Il travaille dans quoi? Dans l'aéronautique. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. Et vous avez les horaires de bureau classiques, 9h-17h? Oui, voilà, 9h-17h, quoi. Ouais, ça c'est compliqué, ouais. Donc voilà, alors on n'habite pas dans le même appartement, on n'habite pas loin l'un de l'autre, donc on arrive quand même à se voir facilement, mais... Alors vous voyez quand, concrètement? On se voit soit le soir à partir de 9h30 du soir, donc je viens chez lui, soit des fois à partir de minuit et demi, je viens chez lui. Oui, mais minuit et demi, vous, effectivement, moi, en travaillant le matin... Je travaille pas. Voilà, quand le lendemain, je travaille pas. Sinon, il y a des fois la semaine, donc quand il travaille, moi, je vous dis à partir de 9h30 du soir. Puis les quelques week-ends... Et alors, s'il travaille, il travaille le week-end, donc il a des jours de libre dans la semaine? Oui, voilà, il a des jours de libre, mais moi, je travaille dans la semaine. Donc je vous dis donc vous terminez quand il travaille pas parce qu'il a des jours là vous pouvez vous profiter de ces jours dans la semaine. Alors vous travaillez évidemment mais vous terminez à 17h. Donc voilà, donc là je peux le voir. Oui effectivement, oui ces jours-là effectivement on peut là le voir, et il se montre disponible quand il est disponible pour vous à ce moment-là. Oui,
Oui, donc il a vraiment envie, c'est vraiment ces contraintes horaires. Voilà. Ça. Mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment parce que dès qu'il a du temps libre, il vous le consacre. Voilà. Il a envie d'être avec vous et quand vous êtes ensemble, ça se passe bien. Oui. Bon. Ouais. Oui, donc c'est dommage, c'est vraiment un décalage de rythme. Oui, c'est ça, ouais, c'est tout à fait ça. Mais bon, c'est vrai que en plus j'ai pas de chance parce qu'avant j'ai eu une relation de 5 ans avec quelqu'un avec qui je vivais et il avait aussi des horaires décalés, quoi. Donc c'est. Ah bon? Oui. Il travaillait dans le spectacle. Bon, et il avait des horaires aussi décalés par rapport aux miennes et on se croisait. Enfin, bon, mais bon, on habitait ensemble, donc c'était mieux quand même parce que comme on habitait ensemble. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que ça serait plus simple, paradoxalement, en habitant ensemble. Parce que vous auriez moins ce sentiment de solitude. Ouais. Et ça vous permettrait quand même Bon, bien sûr, il aurait toujours ses horaires décalés, mais quand même de vous voir, d'avoir plus de moments d'intimité. Tout à fait, mais il me vous lui en avez parlé? Oui, non, mais il me le propose pas. Il n'est pas prêt à vivre avec moi. Hein, vous lui en avez parlé? Il vous dit qu'il n'est pas prêt? Oui. Il me l'a pas proposé et il va pas me le proposer en tout cas. Et quand vous lui en avez parlé, il dit que non, pas pour le moment. Voilà, il dit que bon, c'est trop tôt. Voilà, c'est trop. Puis c'est quelqu'un qui a pas eu beaucoup de relations dans sa vie. Il a pas beaucoup eu d'expérience, donc il a beaucoup été tout seul. Donc pour lui, envisager de vivre avec quelqu'un, c'est vraiment c'est un truc très compliqué. Oui, c'est compliqué, d'accord. Voilà. Et vous aimeriez à nouveau vivre avec quelqu'un? Oui, j'aimerais, ouais. Oui, parce qu'avant, je vivais avec mon ex, là, je suis restée 5 ans, on est restés 5 ans ensemble. Et le fait qu'il ait des horaires décalés, en vivant ensemble, vous arriviez à mieux supporter ces contraintes? Oui. Puis il avait des horaires décalés un peu plus douces que celui avec qui je suis actuellement, ouais. C'était décalé, mais quand même, on arrivait à se voir quand même, quoi. Donc... Mais bon, c'est vrai que c'est dur, quoi. C'est sur la durée que c'est difficile, parce qu'il y a Sergio qui dit vous l'avez aimé avec ses horaires au début, vrai. Mais il dit privilégier la qualité à la quantité, mais finalement c'est sur la durée que la frustration s'installe, ce que je peux comprendre. C'est ça, au début, bon, vous, évidemment, on est dans les débuts de la relation, même si on peut se voir une fois par semaine ou deux, ou bon, voilà, mais là, vous avez envie de quelque chose de plus stable. Voilà, c'est ça. Et en plus, cet homme n'est pas prêt à vous le proposer. Non. Donc, c'est ce qui vous inquiète un peu, c'est ce qui vous manque. Voilà, c'est ça. Et puis, je trouve que bon... j'ai pas de chance, quoi, parce que je tombe toujours sur des hommes qui ont des horaires pas possibles. Oui, c'est intéressant, ça, en même temps. Des gens un peu décalés, comme ça. Non, mais c'est intéressant que vous tombiez, entre guillemets, sur des gens décalés. Est-ce que vous-même, peut-être avec ces horaires de bureau très classiques et tout, mais peut-être qu'au fond, vous avez, dans votre personnalité, quelque chose d'un peu décalé, qu'il y a quelque chose qui vous attire. Voyez, parce que au-delà le rythme de vie, parfois, bon, ça peut un peu décalé, ça peut correspondre à une personnalité un peu en décalage. Alors après, on dit, c'est le rythme de vie qui fait qui modèle un peu la vie et du coup la personnalité, ou est-ce que parce qu'on a une personnalité un peu particulière, un peu singulière, on se retrouve dans des rythmes de vie décalés? Je ne sais pas. Oui, je sais pas, effectivement. Oui, mais en tout cas, peut-être que vous êtes attiré, même si vous avez un mode de vie plus classique, plus conventionnel, par des gens qui ont un mode de vie moins conventionnel. Oui, c'est vrai. Vous voyez, vous étiez avec quelqu'un dans le milieu du spectacle, maintenant dans l'aéronautique, mais qui est en décalage avec le reste du monde. Vous-même, vous vous retrouvez avec un mode de vie un peu particulier pour quelqu'un de votre âge. Donc, je pense que ça correspond aussi à quelque chose chez vous, finalement. Oui, certainement, oui. Non, mais j'ai pas un parcours très classique, c'est sûr. Mais en même temps, j'aspire quand même à une certaine, parce que bon, une stabilité. Voilà, puis moi, j'ai pas choisi de pas avoir d'enfant. Bon, c'était mon parcours de vie qui a fait ça. Bon, je me retrouve toute seule. Bon, mais donc vous aimeriez avoir un compagnon auprès de vous, partager. Oui, mais je comprends ça. Après, c'est vrai que je peux m'adapter, hein, mais
bon, le fait que me dire ça changera pas et ça sera sur la durée. Oui, c'est ça qui est embêtant. Voilà, c'est. Oui, si ça il ne vous laisse an, pas à la limite, ou un an, je serais capable de supporter un an et me dire c'est un an. Mais là non, ça sera toujours comme ça. Donc, il ne vous laisse pas, de perspective d'évolution, de dire c'est un peu tôt, mais donne-moi encore un peu de temps. Dans un an, on pourra emménager ensemble. Non, pour lui, vivre avec quelqu'un, c'est compliqué. En tout cas, il m'en a pas parlé et puis. Vous lui avez dit que ça pouvait remettre en question votre relation ? Oui, je lui ai dit. Et quelle a été sa réaction là ? En fait, il m'a posé des questions. Alors je lui ai pas dit que comme ça que j'allais le quitter. Je lui ai simplement dit. Il a essayé de me sonder, il a essayé de me demander, il était un peu inquiet, puis en même temps, il s'est tout de suite refroidi, parce que c'est quelqu'un qui montre pas beaucoup ses sentiments en plus. Alors, il n'est pas du tout démonstratif, donc ça aide pas non plus. Donc voilà, et puis donc il s'est un peu rétracté en disant mais de toute façon, il s'est refroidi tout de suite par des paroles assez froides en fait, quoi. Donc il n'est pas très chaleureux non plus, donc. Mais bon. Oui, donc tout ça mis bout à bout, vous commencez à vous poser des questions sur l'avenir de cette histoire. Ouais, alors peut-être qu'il faudrait que j'aille en parler à quelqu'un, peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que. Pas forcément, non, si vous. Non, pas forcément, si vous êtes, c'est vous qui pouvez, qui savez aussi ce qui vous convient au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes vous êtes quand même. Je comprends mieux les 3 mois. Ça fait 1 an et 3 mois que vous êtes avec lui. Donc, dans cette première année, c'était le temps de faire connaissance de voir un petit peu, mais vous avez envie de voir comment ça pouvait évoluer. Et visiblement, cet homme ne vous laisse pas vraiment de perspective d'évolution. Donc, ça pourrait continuer parce qu'il a certainement lui envie que ça continue. Il tient à vous. Mais sans changement. Or, vous, cette situation telle qu'elle est ne vous convient pas. Donc, à partir de là, vous avez le droit d'aspirer à autre chose. Sans en parler. Enfin, vous voyez, vous êtes assez clair. Je vous trouve très clair par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Après, il faut sauter le pas, quoi. Il faut prendre la décision. Oui, je comprends. C'est parce que vous êtes malgré tout attaché à cet homme. C'est plus ce mode de vie qui vous convient pas et cette relation. Donc, évidemment, c'est plus compliqué de vous dire le quitter et vous retrouver seul, parce que vous sentez seul. Oui, un peu. Mais c'est encore différent d'être totalement seul. Voilà. C'est ce parce qui que je suis en lien avec lui. Et puis, c'est ce que vous redoutez. C'est d'être. Voilà. Bon, mais en même temps, pourquoi ne. Qu'est-ce qui ferait que vous ne rencontreriez pas quelqu'un ? Vous pouvez aussi, dans ce temps libre, après tout, commencer peut-être un peu à mettre un peu de distance et à vous dire que dans cette relation, vous ne pouvez pas vous projeter. Oui. Ça va vous permettre de vous rendre un peu disponible, déjà dans votre tête, je veux dire. Oui, c'est sûr, oui. Oui, mais après, c'est vrai que je me dis, j'ai du temps, je pourrais rencontrer d'autres personnes. Oui. Mais bon, en plus, il est assez méfiant, donc c'est pas qu'il me surveille, mais un peu, quoi. Il a pas confiance, en fait. Mais comment il peut vous surveiller puisqu'il est pas là ? Non, mais il me téléphone si je réponds pas, il me dit mais t'étais où ? Ah bon ? Oui, il est un peu suspicieux vis-à-vis de moi, parce qu'il sait que j'ai beaucoup de temps libre, que... Oh là là. Oui, il est un peu... la dernière fois, c'était dimanche dernier, j'étais au cinéma et j'ai pas répondu parce que j'avais coupé mon portable, j'étais au cinéma, et après j'étais prendre un pot, avec des amis, quoi. Oui. Et donc il m'a fait une scène en me disant, il est persuadé que je drague, attire l'arigot, que voilà, que... Oula. Ouais, voilà. Donc prudence. Alors je comprends que ça vous pèse d'autant plus parce que à la fois il est pas là, vous vous sentez seul. Il est pas là, il est absent de par son travail, son rythme de vie. Oui. Et en même temps il est presque omniprésent à vous surveiller. Donc, vous voyez, il y a un décalage qui est... Il devient un peu obsédant à vous surveiller, à vous persécuter un peu, à vous fliquer comme ça. Ça va pas, ça. Hein. C'est une personnalité un peu
Un peu préoccupante, je trouve. Un peu tyrannique. Ouais, un peu, oui, même un peu préoccupante quand même. Hein. Et à la limite, c'est peut-être pas plus mal que vous viviez pas avec lui. Hein. Oui, peut-être, oui. C'est ce que je me dis aussi. Oui. Oui, tout à fait. Oui, bah écoutez, tout ça mis ensemble, là, le package. Hein. Ouais, il est pas top. Non, mais peut-être que finalement, c'est pas plus mal et que la prochaine fois, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura des horaires plus compatibles avec les vôtres. Oui, voilà. Je crois que c'est la première chose que je demanderai la prochaine fois. Voilà. Des horaires de bureau, please. Voilà. À quelle heure il termine, hein. C'est bon. Puis ça se trouve, vous en aurez marre parce que non, franchement, il est tout le temps là, ça me saoule. Bon, on n'est jamais contente, mais bon. C'est vrai aussi. Non, mais enfin bon, non, mais je comprends, vous aspirez un peu de stabilité et au moins avoir quand même du temps partagé parce que c'est vrai que quand vous voyez à 9h30, à 10h ou à minuit et demi, alors que vous commencez le lendemain à 9h, ça empiète sur votre temps de sommeil. Exactement. Donc ça crée vous voyez pas bien parce que vous savez que le temps que vous passez ensemble, oui, mais ça empiète sur ce temps de sommeil, donc ça vous fatigue à l'avance, quoi. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est bon. Donc au bout d'un moment, je comprends qu'avec le temps, ça soit fatigant et usant. Je comprends. Mais moi, je vous trouve clair par rapport à ça. Donc commencez un peu à, voyez, laissez le portable un peu sur, vous répondez pas et puis écoutez, s'il en prend ombrage, tant pis. Hein. Vous lui avez dit qu'après tout. Cette relation telle qu'elle était, ça devenait compliqué. Ma seule hésitation, après, j'arrêterai parce que je veux pas monopoliser l'antenne, mais en fait, je me demandais si j'allais partir avec lui en vacances cet été parce qu'il a des vacances. Et je me dis, si on part en vacances, c'est rebelote pour 1 an de plus, quoi, parce que... Voilà, quoi. Bon. Vous avez envie de partir avec lui ? Oui, quelque part, oui. Et puis en même temps, je me dis, s'il y a une décision à prendre, c'est peut-être avant l'été, justement, quoi. Parce que, mais bon, après, oui, c'est... il faut quand même un plan B dans ces cas-là, que vous vous retrouviez pas à passer de sales vacances parce que vous n'êtes pas avec lui, quand même. C'est ça. Voyez, ne vous sabotez pas votre été non plus, quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, ne vous rendez pas malheureuse, quand même, voyez. Oui, parce qu'on peut toujours rompre après les vacances. C'est pas parce que vous passez des vacances avec lui que vous êtes reparti pour 1 an de plus. Hein. Ah bon, vous pensez Non. Oui. Non, c'est pas. Non. Non. Pas parce qu'on a passé des vacances, non, vous signez pas un bail pour 10 ans. Hein. Ouais. C'est pas comme ça. Hein. Parce que je me disais, c'est dégueulasse de passer des vacances puis après de partir, mais bon, non. Ah, écoutez, lui, il a ce rythme-là. Il peut pas vous proposer de vous voir autrement que, le soir, la nuit. Voilà. Et puis à côté de ça, il vous flique quand vous partez. Vous voyez, il est comme il est. Vous avez bien le droit de partir en vacances avec lui. Il sera content aussi. Hein. Oui, il sera content. Il sera content. Oui. Et en même temps, vous savez, il y a des tas de couples qui se séparent au retour des vacances. Hein. Je dis pas qu'ils l'ont prévu avant, mais bon. Oui, d'accord. Et vous savez, les vacances, c'est un test aussi. Parce que ça se trouve, du coup, vous allez passer du temps ensemble. Oui. Là, il n'y aura pas ces contraintes horaires. Oui. Et vous allez vous rendre compte que ça se trouve, c'est un jaloux, un parano. Oui, tout à fait. Vous voyez, peut-être qu'il est complètement parano. Hein. Non, mais enfin, je sais pas. Peut-être que vous décrivez à vous épier comme ça. Vous voyez. Alors bon, vous allez vous dire, oh là là, bon vent. Hein. Heureusement que j'ai pas fait ma vie avec lui. D'accord. Donc finalement, vous voyez, c'est pas parce que vous passez quelques semaines de vacances avec lui que vous êtes obligé de renouveler le bail pendant 1 an. Non, c'est franchement. Sinon, il y a Poupie qui dit moi j'ai 53 ans sans enfant. Si elle veut venir en Bretagne, cette jeune femme, je l'attends. Et quelqu'un dit oh là là, c'est mal parti. Moi, je suis libre, y compris pour les vacances. Il y en a qui se placent sur les rangs là, hein, Mathilde. Ah bon. D'accord. On a des plans B pour vous, hein, si jamais ça se passait pas bien, d'accord ? Ok. Bon, bonnes vacances, Mathilde. Oui. Et puis alors peut-être vous pourrez m'appeler à la rentrée. D'accord, je vous appellerai. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, hein, surtout pas, mais bon. Allez, je vous embrasse. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.
se poursuit sur Europe 1 avec vos appels au 39 21, toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Encore une réaction pour Mathilde de la part de Nathan qui dit trop mimi Mathilde, profite de tes vacances avec lui et fais ton choix au retour. Si le cœur t'en dit, je puis devenir ton roi. Nathan qui se lance et qui laisse son numéro de téléphone. Voilà, il se met sur les rangs pour la rentrée. On va transmettre. Hein. Et vos mails également sur le site europe1.fr. Un peu de musique. Et après, nous accueillerons Emeline. Bonsoir Emeline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Votre musique, là, j'ai pas aimé du tout. La quoi, là? La musique qu'on vient d'entendre. Ah bon? Vous n'aimez pas Oasis? Non, j'ai pas aimé. Ah bon? Ah bon? Bah, écoutez. Je me permets de vous appeler. Je vous ai appelé il y a à peu près déjà 1 an au sujet de ma vieille maman. Oui. J'avais des soucis avec elle parce qu'elle faisait n'importe quoi chez elle. Elle dépensait de l'argent. Elle est tombée sur ses bonnes paroles au mois de février et je l'ai récupérée à la maison depuis. Oui. Et alors, c'est épouvantable et je deviens méchante et je sais pas comment me sortir de cette galère. Alors là, je l'ai mise elle est inscrite dans une maison de retraite depuis déjà Belle-Lurette. Il n'y a pas de place. Ils me l'ont quand même prise en séjour temporaire. Je dois la récupérer au mois de juillet. Entre-temps, je suis partie un peu à la campagne là, et alors je passe ma vie à pleurer et je n'arrive pas à m'en remettre. Pourquoi ça se passe pas bien avec elle? Non, ça se passe pas bien. Elle se rend plus compte de rien. Elle oublie tout ce qu'on dit. Elle perd complètement la mémoire. Elle téléphone avec la télécommande de la télévision. Enfin, elle fait n'importe quoi. Elle marche pratiquement plus. Alors, elle est tout le temps dans mes pattes. Enfin bon, et je deviens méchante parce que c'est très agaçant. Puis c'est toute la journée, quoi. Oui, ça vous irrite, quoi. Ça vous fatigue. Ah là, je suis dans un état. Vous êtes seule pour vous occuper d'elle? Eh oui. Mais j'ai une sœur, mais elle travaille encore, donc elle vient nous voir 1 fois par semaine, et puis voilà. Et vous vivez seule avec elle? Je vis seule avec elle. Alors j'ai un ami qui est marié, avec lequel je vis depuis 40 ans, qui n'est pas là tout le temps, heureusement, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui prend. Je lâche mes nerfs sur lui. Oui. Puis j'arrête pas d'engueuler maman en me disant mais je t'ai dit ça déjà il y a 5 minutes. Et oui, alors que alors qu'elle est désorientée, elle est comme les personnes. Elle a quel âge, votre maman? Elle a 91 ans. Oui. Oui, on voit bien si elle prend la télécommande de la télé pour téléphoner, on voit bien qu'elle ne sait pas où elle est. Elle est désorientée totalement. Elle est perdue dans mon appartement. Oui, c'est ça. C'est difficile à ces âges-là de les mettre dans un autre environnement parce qu'ils sont déracinés. Elle a plus ses repères. Elle est aussi perdue. Donc, et c'est vrai que du coup, il faut souvent beaucoup répéter, parce que même sont angoissés. Donc, il faut même se battre pour laver son linge, enfin, alors elle est toujours très coquette d'ailleurs, coiffeur. Elle aime bien aller chez le coiffeur encore. Oui. Enfin, j'ai le coiffeur qui vient à la maison d'ailleurs, mais. D'accord. Mais bon, elle est toujours très coquette. Oui, c'est bien. Elle connaît beaucoup de gens, alors elle parle tout le temps, et elle se rend pas compte qu'elle est dans cet état-là. Et bon, tant mieux, dans un sens. Pour elle, c'est bien. Oui. Oui, c'est vous, ça vous envahit quoi complètement dans votre vie, puisqu'elle vous sollicite beaucoup évidemment. Elle parle tout le temps. Quand elle regarde la télévision, je me dis bon, je vais la laisser la télévision allumée, ça va me faire des vacances. Mais elle reconnaît même plus les gens. Elle fait des commentaires sur tout ce qu'elle voit. Enfin, c'est épouvantable, c'est toute la journée. Et oui, vous n'avez pas un moment de répit. Oui. Alors et alors je vous dis, je deviens méchante et je suis pas contente de moi. Quoi. Oui, vous vous en voulez. Après coup, c'est ça, exactement. Parce que sur le moment, c'est que vous êtes fatigué, c'est que ça vous fatigue aussi, donc vous devenez plus irritable, plus. Oui. Et la nuit, comment ça se passe? Elle reste quand même début, calme ou elle déambule pour me dire j'ai mal à la jambe, je veux un cachet, j'ai peur de tomber, viens m'en donner un. Oui. Et puis bon, maintenant non, elle le fait plus. D'accord, donc elle passe quand même des nuits assez paisibles. Oui. Bon, donc déjà, ça vous permet, vous, de récupérer. La première dame, c'est pas Alzheimer, à part qu'elle perd la mémoire, mais je crois que c'est l'âge. Oui, c'est possible. Mais elle n'est pas du tout agressive, au contraire, quand je la gronde, elle se tait, vous voyez, vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment la méchante, là.
Oui, vous vous en voulez du coup d'être comme ça, après coup, parce que vous vous rendez compte que bon, voilà, elle le fait pas exprès, elle le fait pas, c'est pas qu'elle est, c'est qu'elle est, elle est perdue et qu'elle a besoin de beaucoup répéter parce qu'elle sait pas, elle reconnaît plus les visages, elle a besoin d'être rassurée finalement. Non, mais à la télé, vous dites par exemple, elle parle. C'est épouvantable. L'autre jour, elle a reconnu Alain Fournier. Enfin, qui est mort depuis, évidemment, tout le monde sait depuis la guerre. C'est lui Alain Fournier, elle me disait. Alors j'ai voulu dire, mais enfin maman, non. Oui, bon, oui. Des trucs, oui. Complètement aberrants, quoi. Oui. Alors, elle sent quand même quand vous vous énervez, non, quand vous vous fâchez. C'est ça, elle dans ces cas-là, elle se tait, elle réalise quand même. Oui. Elle ne répond pas. Bon. Comme un enfant, quoi, qui se fait gronder. Ça sera mieux finalement qu'elle puisse. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la maison de retraite? On me dit qu'elle est très bien, qu'elle peut retourner chez elle, parce qu'elle parle, elle vous parle exactement comme je le fais en ce moment avec vous, et vous rendez pas compte qu'elle est comme ça. C'est incroyable. Et quelqu'un pourrait pas venir un peu, vous pouvez pas trouver quelqu'un au niveau de la mairie qui pourrait venir les après-midi un peu de temps en temps, et ça vous permettrait vous un peu de vaquer à vos occupations, à votre vie, parce qu'il vaudrait mieux que vous puissiez de temps en temps la confier à quelqu'un dont c'est le métier de s'en occuper, plutôt que de devenir... Eh bien oui, mais plutôt que de devenir, comme vous l'êtes, agressive vis-à-vis d'elle, parce que c'est pas bon. Enfin, je veux dire, ni pour elle, c'est pas une bonne chose. Après, vous en voulez. C'est bon, votre mère, elle y est pour rien si elle répète elle a besoin d'être, au contraire, rassurée et apaisée. Donc, mais c'est le fait d'être trop tout le temps ensemble, très sollicité, et voilà, donc vous vous sentez envahi, voilà. Je l'ai toujours emmené en vacances avec moi, on a passé des bons moments, on allait faire les boutiques, enfin bon. Puis ça vous angoisse? Elle est vraiment, c'est une vieille dame, enfin. Ça vous angoisse de la voir comme ça? Oui, ça m'angoisse. Oui, parce que je me dis, je vais devenir comme ça, et puis on se dit tous, ceux qui se rendent compte, parce qu'elle non, cache, ça veut rien dire, ça. On n'a pas l'impression qu'elle est comme ça quand on parle avec elle. Elle a toujours vous avez du mal à accepter, c'est-à-dire elle vous renvoie une image qui vous angoisse par rapport à l'image que vous vous faites de votre propre vieillesse. Donc vous n'en êtes pas du tout là, ça ne veut pas toute jeune non plus. Oui, mais enfin, ça ne veut pas dire du tout que vous vieillirez de la même façon. Non. Et puis là aussi, souvent après une chute, elle s'est cassé quelque chose? L'année dernière, elle s'est cassé le col du fémur. Elle est repartie chez elle. Elle vivait toute seule de nouveau. J'avais mis en route des repas, la toilette, etc. Quelqu'un pour venir la faire déjeuner. Et puis elle est retombée là. Et puis on se rend bien compte qu'elle peut plus vivre toute seule. Et elle a qu'une idée, c'est de retourner chez elle. Ben oui. Mais c'est normal, parce que chez elle, elle a ses repères, donc déjà elle est perdue parce qu'elle n'est pas dans son environnement habituel. Oui, mais enfin, ça fait 5 mois qu'elle est chez moi. Ah oui, mais 5 mois, c'est très peu. Par rapport à un... vous savez, à ces âges-là, ils se sentent plus fragiles, plus vulnérables aussi. Oui, c'est sûr. Donc ils ont énormément besoin d'être rassurés, et notamment après des chutes, et quand il se casse quelque chose, on le voit souvent quand il y a une hospitalisation, même de quelques jours et un retour chez eux, il y a souvent il y a comme un état un peu où ils sont désorientés, confus, mais ça veut pas dire du tout, c'est pas des troubles, ça a rien à voir avec Alzheimer, c'est pas des troubles neurologiques, c'est des états un peu de... ils ont du mal à se situer dans le temps et dans l'espace parce que ça perturbe leur environnement. Bon, mais c'est lié à l'âge aussi. Elle dégringole un peu, c'est le cas de le dire, un peu plus. Là, elle a passé la nuit par terre. C'est les voisins qui se sont inquiétés. Elle ouvrait pas ses volets. Elle a passé la nuit par terre et elle s'en souvient pas. Et ma sœur a été donc appelée par les pompiers. Elle est arrivée tout de suite. Elle était par terre. Et elle se souvient pas. Ben oui, parce qu'elle a dû s'endormir un peu, elle a peut-être fait un malaise avant. Oui. Alors cette maison de retraite, j'attends une place, elle est inscrite, je ne sais pas quand on aura une place, ce qui veut dire que je la reprends avec moi et que ça va recommencer, et je sais pas comment je vais finir, moi.
Peut-être vous, de votre côté, voyez si vous vous sentez quand même comme ça très irritable, peut-être faites le point un peu avec votre médecin quand même, parce qu'il ne faut pas que ça en vienne à... Enfin, vous voyez que vous vous sentiez complètement dépassé et... Enfin, qui vous donne un peu quelque chose peut-être pour vous apaiser un peu. Et puis, voir quand même avec la mairie, pour les services aux personnes âgées, si vous pouvez avoir quelqu'un qui vient, ne serait-ce que quelques heures. Oui. Mais il vaut mieux que vous trouviez quelqu'un qui va venir, un professionnel, prendre, qui sera là, ça peut être les après-midi, et que vous, même, ou alors vous êtes dans la maison, mais vous pouvez faire autre chose, ou vous sortez, ou vous voyez votre ami, ou vous faites des choses pour vous, ou vous voyez vos amis, plutôt que de vouloir tout assumer par vous-même, mais que ça vous pèse tellement que vous deveniez très agressive avec votre mère, parce que c'est pas mieux. Il vaut mieux que vous déléguiez à quelqu'un dont c'est le métier de s'occuper et qui le fera de façon professionnelle, mais avec humanité, que de vouloir vous dire bon, c'est votre rôle de fille et de vouloir tout assumer et en même temps de vous épuiser, de vous fatiguer et que ça se passe mal. Et ben voilà, et que ça se passe mal et que vous soyez pas agréable et même agressive. Voyez, au final, c'est pas bien pour votre maman. Non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que elle se rend bien compte quand vous la rabrouez, quand vous la houspillez, elle est elle est tout à fait, elle est consciente, hein, elle se rend bien. Oui, tout à fait. Donc c'est pas une bonne chose. Et puis vous vous épuisez, après vous vous en voulez, donc il vaut mieux que vous déléguiez. Vraiment. Bon, je vais essayer de. Donc essayez de trouver. Demander à la mairie en disant, enfin, il y a forcément, vous allez trouver quelqu'un qui peut venir quelques heures. Hein. Et ce temps que vous aurez pour vous, pour souffler un peu, ça fait que le temps que vous passerez avec votre maman, vous serez certainement plus présente, moins énervée. Il vaut mieux que vous passiez peut-être un peu moins de temps, mais du temps de meilleure qualité, que de vouloir être là tout le temps. Mais en la houspillant, en la bousculant, vous voyez, ça va pas, ça. Non, ça va. Je me rends bien compte que ça va pas. Voilà. Bon, je vais essayer de suivre vos conseils. Oui, demandez à la mairie. Il y a des structures, ils vont vous orienter vers des associations. Vous allez trouver quelqu'un. Et même pour votre maman, ça sera bien qu'elle ait quelqu'un. Elle va prendre l'habitude d'avoir quelqu'un qui va venir un peu s'occuper d'elle. Et vous... Oui. C'est la même, parce que pour la douche, je vois, j'ai quelqu'un pour la douche, c'est jamais les mêmes, c'est pareil. Oui, c'est embêtant. Oui, c'est embêtant parce que ça... Pour eux, c'est angoissant donc qu'il n'y ait pas une continuité. Non. Oui, ça serait bien de dire qu'il y ait quand même que ça soit au moins la même personne, ou en tout cas pas plus de deux, hein, limité. Vous voyez, il ne faut pas que ça tourne, que ça soit tous les jours une personne différente. C'est pas possible, ça. Oui, ça change toutes les semaines, alors à chaque fois, il faut qu'on leur demande la même chose. C'est vraiment, c'est vrai, pas drôle. Non, c'est déjà personne. Enfin, je veux dire, quand on va bien, quand on est, on le voit dans les équipes de travail, on n'aime pas changer, on aime bien avoir ses repères habituels, ça sécurise. Alors franchement, quand on arrive dans des grands âges comme ça. Et que les personnes, on oublie à quel point elles se sentent vulnérables. Vous voyez, elles ont du mal à se déplacer, à marcher, elles peuvent chuter. Elles se sentent fragiles, elles se sentent très dépendantes, tout paraît, tout devient sécurisant. Donc elles ont particulièrement besoin d'être rassurées, sécurisées. Et pour la maison de retraite où elle n'a pas envie du tout, j'allais dire pas tellement, elle n'a pas du tout envie d'y aller, comment on peut la convaincre qu'elle ne peut plus vivre toute seule? Parce que j'arrête pas de lui dire, pas toujours méchamment d'ailleurs, hein. Quelquefois je lui dis, maman, tu te rends bien compte que tu peux plus vivre toute seule. Je sais pas comment lui faire comprendre que c'est irrémédiable, quoi. Il faut qu'elle y aille. C'est-à-dire que c'est compliqué que quand elle y est allée, ça s'est passé comment là? Mais elle y est en ce moment-là. Comment ça se passe pour elle? Elle y est très bien, mais elle se dit, elle me dit tout le temps, quand je ressortirai, j'irai à la maison.
Il faut dire qu'à la maison, c'est compliqué parce qu'elle fait des chutes et qu'elle a passé cette nuit, elle a quand même passé la nuit par terre. Oui, et que ça, c'est pas possible. Ça n'a pas l'air de la contrarier beaucoup, ça. Surtout que je vous dis, elle s'en rappelle pas. Oui, elle s'en rappelle pas. Mais Non. dire qu'en même temps, c'est quand même préoccupant parce que à ce moment-là, ça veut dire que si elle s'en rappelle pas, c'est que peut-être à un moment elle avait perdu connaissance. Je pense. Oui. Et que donc vous pouvez pas la laisser comme ça. Même si vous pouvez lui dire, même si vous comprenez qu'elle a envie de rester dans son environnement, mais que essayez de mettre en avant que quand elle est dans la maison de retraite, ça se passe pas si mal. C'est-à-dire que elle qui aime beaucoup parler, oui, elle est contente. elle aime beaucoup parler. Elle pourra parler avec les autres pensionnaires. Oui. Elle pourra parler avec l'équipe. Elle ne sera jamais seule. Et puis vous pouvez lui dire, elle aura tu vois, il y aura des gens qui sont là pour s'occuper de toi, il y aura d'autres pensionnaires et peut-être parfois plus patients que moi parce que vous pouvez lui dire, tu vois, moi je suis pas toujours très patiente, tu sais comment je suis. Bon, vous voyez, c'est une façon aussi de lui dire. Vous pouvez lui dire que là, c'est des gens qui ont l'habitude, qui ont le temps, donc c'est le métier et puis que comme ça vous viendrez la voir, mais que finalement peut-être que vous entendrez mieux. Oui, d'ailleurs, quand je l'ai au téléphone, là, en ce moment, que je suis loin d'elle, je suis beaucoup plus gentille et beaucoup plus gentille, oui, parce que je me rends compte que d'abord, ça va dire pas durer. Dire que c'est compliqué, oui, comme vous dites, ça va pas durer, non, éternellement. Non, bon. Sûr. Marie est avec nous, on l'accueille ensemble. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aussi, vous avez votre maman avec vous ? Et vous vouliez donner quelques conseils à Emeline, je crois. Alors moi, j'ai une maman à la maison depuis... on vous entend très très mal, Marie. On vous entend pas du tout, là. Plus fort, vous m'entendez mieux ? Non, c'est pas plus fort, c'est qu'il y a un problème de liaison. Alors, je suis avec un portable. Ouais, mais on vous entend très loin. On vous entend très très loin. Oui. Oui, vous m'entendez pas du tout, là. Bon, pas très bien, mais on va faire vite alors. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Vous pouvez enlever le haut-parleur, il y a plus un problème de haut-parleur, il y a quelque chose comme ça. Non, je n'ai pas de haut-parleur. Bon, c'est très curieux. Bon, allez-y alors. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Bon, on va faire avec. Oui, ça va mieux là. Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Donc voilà, je voulais dire que moi aussi, j'ai une maman à la maison depuis 1 an qui, suite à un diagnostic de maladie d'Alzheimer débutant, donc elle ne voulait plus rester seule chez elle, parce qu'elle était très angoissée. Bien que nous soyons une grande fratrie, j'étais la seule à pouvoir la prendre pour des questions pratiques de maison, de travail à temps partiel. Donc j'avais du temps aussi pour m'occuper d'elle. Vous m'entendez ? Oui, allez-y. Moi, je vous entends pas très bien. Bon, alors on a un problème de liaison. Je suis désolée, mais on peut pas donner suite parce qu'on a un petit souci de liaison. Donc je vais lire en fait, Marie voulait nous dire que elle avait pris contact avec une assistante sociale pour sa maman afin d'avoir une aide à domicile et que vous pouviez demander un dossier APA. Oui, ça aide à la personne âgée. Voilà. Donc c'est ça. Je suis désolée pour Marie si elle nous écoute, mais c'est vrai qu'on avait un problème de liaison. Nous on l'entendait mieux, mais Marie ne nous entendait plus. Je sais pas ce qui se passait. On avait l'impression d'un haut-parleur, donc on a été obligé de couper parce que Marie nous entendait plus. Voilà. Donc c'était il y a l'assistante sociale, mais en contactant, je pense, la mairie, demander les services à la personne âgée, vous allez avoir l'assistante sociale. Enfin, je pense que ça peut se mettre en place assez rapidement. Oui, parce que ça risque de durer quelques mois, j'ai peur. Bon, écoutez, bon courage. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir, au revoir, Emeline. Merci. Au revoir. Eridan nous dit, ma grand-mère a 97 ans. Il est devenu très difficile de communiquer avec elle. Pourtant, j'ai remarqué que sa mémoire du cœur reste intacte. Et Nadine dit, pourquoi pas proposer une famille d'accueil ? Il y a c'est vrai, vous avez raison, des familles d'accueil qui accueillent des personnes âgées, ou une personne seule qui habiterait chez elle et s'en occuperait. Ça peut être aussi une autre solution. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc moi je vous appelle parce que je suis célibataire depuis 8 mois. Oui. Et je n'arrive pas à approcher les gens, à faire de nouvelles rencontres. J'ai comme un blocage.
Bon, depuis, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous étiez depuis longtemps avec Oui, en cet fait, homme? c'est une personne que j'avais trouvée, que j'avais rencontrée sur mon lieu de travail. Et bon, actuellement, là, je ne travaille plus. Donc, c'est vrai que pour faire des rencontres, c'est un petit peu compliqué. Mais malgré tout, je sors beaucoup. Je suis inscrite dans une salle de sport. Je vois beaucoup de monde. Mais sentimentalement, il ne se passe rien. En même temps, ça fait 8 mois. Hein, c'est pas non plus... c'est pas très long non plus par rapport à votre séparation. Vous étiez ensemble depuis longtemps? 2 ans. D'accord. Vous vous sentez comment par rapport à cette séparation? Vous allez bien? Vous avez l'impression d'être bien remise de la rupture? Oui, j'en suis remise complètement. Bon. Alors quand vous dites qu'il se passe rien, c'est-à-dire vous faites pas de rencontre, avec aucun homme ne vous aborde, Voilà, c'est ça. J'ai l'impression d'être invisible. Ouais. C'est comme si il me manquait le mode d'emploi. En fait, je sais pas comment aborder les gens, je sais pas où il faut aller pour faire des rencontres. Enfin, c'est assez compliqué étant donné que j'habite en province. Il n'y a pas de speed dating, il n'y a pas de choses comme ça. Et c'est vrai qu'Internet, j'ai pas tellement confiance en Internet, donc j'évite d'aller sur les sites de rencontres. Et on dit souvent que la plupart des couples se forment sur le lieu de travail, mais moi actuellement je suis sans emploi, donc. Oui, mais bon, alors déjà, vous allez, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez été licencié? En fait, je remplaçais quelqu'un. Mais d'ailleurs, ça pourrait peut-être intéresser la personne que vous avez eue avant, parce que moi, je cherche un emploi de dame de compagnie. D'accord. En fait, chez des personnes âgées. Donc en fait, je suis logée et en échange, je m'occupe du ménage, des courses. Dites-moi, là, c'est difficile pour faire des rencontres amoureuses. Oui, dans le cadre de votre emploi. Il faut savoir séparer les choses. Mais non, mais c'est vous qui me disiez qu'en principe, on se rencontre sur le lieu de travail. Et d'ailleurs, votre précédent petit ami, vous l'avez rencontré sur votre lieu de travail. Donc vous n'étiez pas... c'est ça. Ah bon? Mais c'était le fils de la personne dont vous vous occupiez? Non, je travaillais avant dans une boulangerie. D'accord. Donc là vous recyclez. Une reconversion. Oui. D'accord. Parce que je pense vraiment que c'est comme je sais écouter, je suis compréhensive. Je pense vraiment que c'est un emploi qui me conviendrait parfaitement. Mais bon, là, c'est sûr pour le côté. Pour le côté rencontre, ça sera un peu plus compliqué. C'est compliqué, c'est sûr. Oui. Alors j'aurais bien voulu avoir l'avis même des auditrices, savoir comment elles font pour rencontrer, est-ce qu'elles osent aborder ou est-ce qu'il faut se laisser aborder, vraiment j'ai l'impression. Vous avez quel âge vous, Vanessa? J'ai 30 ans. D'accord. Bon. Et quand vous allez dans cette salle de sport, vous avez fait des connaissances, vous petit à petit vous avez discuté avec des gens, puisque c'est un peu toujours les mêmes qui vont. Oui. Bon. On est un petit groupe, on se retrouve comme régulièrement 3 fois par semaine à peu près, mais il y a personne qui m'attire plus que ça. Ah, voilà, donc vous dites que vous avez l'impression d'être invisible, mais vous-même, là, il n'y a pas un homme qui vous plaît plus que ça. Non, c'est vrai, moi. Voilà, donc ça joue d'un aussi. D'un autre côté, même si moi, il me plaise pas, ça fait toujours plaisir de se faire aborder. Et moi, là, j'ai l'impression de donner mon maximum. Je prends soin de moi, et pourtant, il se passe rien. Donc je sais pas trop quoi faire. Oui, mais vous sortez un peu, vous avez des amis, quand vous dites vous faites votre maximum, c'est-à-dire, parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des jours où on peut avoir le sentiment d'être transparente, parce que ça dépend aussi de la façon dont on s'habille, dont on se tient. Il y a des jours où on peut faire en sorte d'être transparente. Ou parce qu'on s'habille d'une façon un peu passe-muraille, on se tient un peu pareil, et puis
comme vous dites, quand on fait un peu un effort, qu'on s'habille de façon un peu plus séduisante, qu'on se tient différemment, qu'on se maquille un peu, on se rend compte, déjà on est soi-même, on se sent un peu plus séduisante et du coup on attire les regards. Vous l'avez pas remarqué ça ? Oui, si, ça je l'ai remarqué, mais le problème c'est que moi ce que je recherche c'est une relation sérieuse. Ouais, mais bon, voilà le problème. Parce que bon, les amourettes comme ça, ça vaut un temps, mais bon, à 30 ans, là, j'ai vraiment envie de me caser, quoi, de fonder une famille. Et donc, je cherche quelqu'un. Oui, mais ça, si vous voulez vous caser, évidemment, c'est là où le bas blesse, je pense, Vanessa. Parce que, vous voyez, déjà, on passe un petit palier, là. Vous m'avez dit, oui, j'attire personne, ça marche pas, je rencontre personne. Oui, mais tout de suite, ouf, on saute dans le cap au-dessus, c'est je veux du sérieux et tout. Mais d'abord... Je comprends et c'est tout à fait, c'est parfaitement légitime. Vous avez le droit de vouloir vous stabiliser, comme vous dites, vous avez 30 ans. Mais il faut pas non plus la relation. Si vous l'abordez avec trop de sérieux, vous pouvez faire fuir les éventuels prétendants. Oui, c'est ça mon problème aussi. Vous voyez, parce que ça manque peut-être un peu de légèreté aussi. Oui, c'est comme si j'en demandais trop dès le début. Oui. C'est possible. Oui. J'ai l'impression que c'est ça, mais bon, le problème, c'est que je suis comme ça et je peux pas me changer non plus. Et c'est vrai que tout de suite, c'est comme si dès que je rencontrais quelqu'un, je lui pose tout de suite les points sur les i. En fait, je dis tout de suite, si c'est juste pour se divertir, c'est pas la peine. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, moi, je veux fonder une famille, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Donc c'est vrai que ça peut faire fuir. Tout à fait. Si déjà vous publiez les bancs et que vous arrivez avec la layette et le landau, c'est sûr que le garçon il peut partir en courant. Hein. Non mais voyez, parce que vous pouvez tout à fait rencontrer un garçon qui a les mêmes envies, les mêmes aspirations que vous. Mais d'emblée le côté, ce seuil d'exigence. Attention, hein, on n'est pas là pour se divertir, hein, on n'est pas là pour s'amuser, parce que moi je veux du sérieux, et ça rigole pas, et parce que moi on me passe la bague au doigt, on m'épouse et on me fait des enfants. Hein. Non mais voyez, je caricature un peu, mais même celui qui est le plus, le mieux intentionné du monde, il va se dire waouh. Je suis peut-être pas à la hauteur et puis elle va me. Vous voyez, ils aiment bien les hommes aussi qu'on les laisse un peu venir, pas qu'on leur mette là la bride autour du cou et qu'on serre là à les étouffer. Vous voyez faut leur laisser la bride. C'est comme les chevaux, hein. J'aime bien, vous voyez, je fais de l'équitation, j'adore ça, mais il faut leur laisser la bride un peu lâche, hein. Si vous serrez trop la bride, là, il se cabre, vous voyez, ça va pas du tout. Là, c'est tout de suite. Oui. Il fuit. Vous voyez, il y a Bob, qui est pourtant timide, mais qui vous dit, Vanessa, je pense que tu te mets beaucoup de pression, il faut laisser un peu faire le temps, et puis pas mettre trop la pression aux hommes. Oui. Et il y a Ninon qui dit, vous êtes impatiente de retrouver quelqu'un, parce que d'abord, même dans la façon que vous aviez de présenter les choses, c'est bon, il y a 8 mois que je suis plus avec quelqu'un, puis il se passe rien. Il se passe rien. Mais on sent votre impatience derrière. Et Ninon ajoute, vous vous mettez une pression qui vous empêche d'être ouverte et attirante. Et c'est vrai que les hommes aiment bien sentir une ouverture. Mais si dès qu'ils sentent une ouverture, vous leur dites, oh là, attention toi, on va pas s'amuser là. Comme ça, c'est vrai que... Vous voyez, même celui, vous leur laissez pas le temps de dire... elle me plaît. C'est-à-dire que je veux bien croire que vous faites en sorte de les attirer en prenant soin de vous, mais très vite vous les rebutez par un discours qui ferme. Oui, c'est ça. Alors que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui, parce qu'il va tomber amoureux de vous, va avoir envie de s'engager avec vous, Vanessa. Parce qu'il sera amoureux de vous et qu'il n'aura pas envie de vous laisser filer. Mais il faut lui laisser le temps de tomber amoureux de vous. Si avant même qu'il tombe amoureux de vous et que simplement il est dans les premiers moments où il est sous le charme, où il vous trouve jolie, où il vous trouve séduisante, vous lui disiez, toi mon gars,
t'as intérêt à être sérieux, hein, et à pas plaisanter parce qu'on n'est pas là pour la bagatelle. Bah, il sera déjà parti en courant, hein. Oui, la vie, c'est sûr. Bah voilà. Vous voyez, c'est ça mon problème, effectivement. Bon. Ouais. Alors, il y a Flora qui dit, prenez d'abord le temps de la rencontre et de la découverte. Oui, voilà, il faut laisser le temps au temps. Voilà. Et bon, c'est vrai que il y a l'horloge biologique aussi, je me dis 30 ans, bon bah, voilà, si je veux des enfants, Oui. bon, bah, c'est vraiment... Oui, je comprends. Faut... Oui, mais je comprends tout ça et je comprends que vous ayez envie de vous poser, d'être dans un couple et de faire des bébés, mais vous avez vraiment le temps. Vous voyez, Vanessa, c'est-à-dire que vous y pensez, que vous songez à de la stabilité, mais bon, vous avez 30 ans, ça vous laisse, voyez, c'est pas comme si vous aviez 40 ans et que vous me disiez, oh là là, je veux un bébé, et j'ai plus de guère le temps. Oui. Donc, ça vous laisse le temps, en tout cas, de rencontrer, de vous donner le temps d'être un peu dans quelque chose du plaisir, de la découverte, de la légèreté, de la séduction du début, de prendre le temps de tomber amoureuse et de laisser à l'autre le temps d'être amoureux. Parce que quand le garçon il sera amoureux de vous, il n'aura pas envie de vous laisser partir. Oui, c'est sûr. Vous voyez ? Ouais, Donc, vous mettez pas des trucs en disant « Waouh, le temps passe là, ça fait déjà 8 mois, puis il se passe rien. » Bah non, attendez, sortez, faites en sorte, comme vous le faites, de rencontrer le maximum de monde possible. Déjà, en allant dans cette salle de sport, vous côtoyez des gens qui peuvent vous amener à en rencontrer d'autres. Ne refusez aucune sortie. Là, je sais pas ce que vous avez prévu pour les vacances. Là, pour l'instant, rien. Mais en général, moi, je prévois toujours à la dernière minute. Donc, Bon, alors le temps des vacances, c'est aussi un temps où justement on laisse tomber un peu on est parfois un peu moins sur ses gardes, et c'est justement pour ça qu'il y a un peu des rencontres qui se font, parce que autant dans l'année on se met des critères en fonction du lieu où on est, il y a des barrières qui tombent en vacances, donc ouvrez les yeux. Oui, mais justement, moi, pendant les vacances, je me dis, souvent les amours de vacances, ça reste, ça reste en vacances, et puis après, on rentre à la maison, et puis on n'a plus de nouvelles. C'est déjà bon à prendre. Faites-vous plaisir aussi un peu. Ouais. Et puis, il y a des amours de vacances qui passent très bien l'automne, vous savez, Vanessa. Oui, c'est vrai, il y a des... Ne vous mettez pas trop de critères prédéfinis comme ça. Et puis, si vous vivez, après tout, une jolie romance, une jolie histoire, ça vous permettra de reprendre confiance en vous, ça vous donnera un peu la banane, et puis voilà, quoi, voyez ? Oui, c'est vrai. Prenez ce qu'il y a à prendre, quoi, aussi. Vivez. D'accord. Sans vous poser trop de questions. Parce qu'il y a Anthony qui dit, vous savez, quand on met trop d'exigences, on est moins attirant, on perd un peu de son charme. Et puis il y a Evelyne qui dit, laissez faire les choses, si quelque chose doit arriver, ça viendra. La vie réserve de jolies surprises, donc faites-vous confiance aussi. D'accord ? D'accord, c'est ce que je vais faire. Et sinon, juste une dernière chose, je vous ai dit que j'étais à la recherche d'un emploi, donc est-ce que je peux en dire un petit peu plus ? Oui, c'est pas tellement le principe de l'émission, de passer des annonces, mais qu'est-ce que vous cherchez ? En fait, je cherche un emploi de dame de compagnie, oui, comme je vous ce que vous avez dit. Ce serait chez des personnes âgées qui ne voudraient pas aller en maison de retraite et qui auraient besoin d'une présence chez elles. Donc moi, j'aurais ma chambre et je m'occuperais de faire à manger, du ménage et tout ça. Ça leur permet, elles, de rester chez elles, et moi, ça me fait... un travail, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il va y en avoir de plus en plus besoin des dames de compagnie, surtout que les maisons de retraite sont surchargées. Ouais. Donc c'est vrai que moi ça me plairait, donc je suis en Lorraine. Il y a des associations quand même qui existent aussi pour ça. Vous passez l'annonce sur Europe 1, mais enfin, inscrivez-vous contactez les mairies. Il y a tout un relais d'associations quand même.
D'accord, il faudra que je regarde sur Internet. Alors, oui, alors là, pour le coup, servez-vous d'Internet, contactez la mairie, le conseil général, enfin, il y a beaucoup de choses où c'est un secteur qui est très demandé, donc normalement, vous ne devriez pas rester longtemps au chômage dans ce domaine-là. D'accord. Vraiment, contactez les associations, l'aide à la personne, l'aide à domicile, vraiment, vous devriez trouver, vraiment. D'accord. Enfin, en tout cas, si des personnes appellent et veulent mes coordonnées, je veux bien leur donner. D'accord, très bien. On transmettra. Au revoir, Vanessa. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Michel. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, c'est la première fois que j'appelle. Et merci beaucoup. Oui, je vous écoute, vous me tenez compagnie le soir. Et j'entendais les témoignages des 2 personnes qui ont leur maman Alzheimer ou leur qui ont démarré l'émission, Christiane, Chantal et Daniel, Qui sont toujours en souffrance comme tous les aidants, les parents qui ont des gens qui ont cette pathologie, parce que moi j'ai été 10 ans infirmière dans un secteur, une maison de retraite qui accueillait des Alzheimer. Oui. Et c'était pour les rassurer sur... c'est vrai que les maisons, on a dit beaucoup de mal, on a entendu beaucoup de choses, mais moi je sais que la maison où j'étais, il y a beaucoup d'activités, des ateliers, mais chaque jour, ils sont occupés, ils sont pas comme une plante verte dans un fauteuil et qu'on emmène manger, qu'on recouche. Et au bout de quelques temps, déjà on favorise leur entrée en essayant de reconstituer au maximum leur chambre, qu'on amène des petits meubles, des photos, qu'ils aient un cadre qui leur rappelle c'est leur formidable domicile. Ça. Oui. Et et au bout de, on a remarqué en général au bout de 3 semaines, 1 mois, déjà la période d'adaptation est passée, la tristesse et s'en va progressivement parce que ils prennent leurs repères. Et là je vois, moi, dans la structure où j'étais, il y a des ateliers, zoothérapie, cuisine, théâtre, lecture de journal, sortie, et presque les familles sont surprises, se disent écoutez, il a l'air tellement bien, ou elle a l'air tellement bien, elle est presque mieux que quand elle était chez nous. Alors ils culpabilisent encore plus en disant je culpabilise de le mettre ici, et là maintenant qu'elle est là, elle est mieux que chez moi, comme si moi je ne savais pas m'en occuper. Mais évidemment chacun son métier, et puis il y a du personnel, il y a des ergothérapeutes, il y a des kinés. C'est pas comparable avec la maison, quoi. Ils sont moins isolés finalement. Oui. Et moi, j'ai que des... Oui, puis il n'y a pas le poids de l'affectif aussi qui fait que ça inhibe complètement, qu'on est désemparé, angoissé. Voilà, et puis je vois avec le temps, les familles sont apaisées et ont compris que c'était pour le bien de leurs parents et que voilà. C'est formidable, je trouve, le fait qu'ils puissent avoir leur chambre avec des objets ou des meubles qui leur rappellent vraiment c'est ce que quand on fait un univers familier. Les entretiens d'entrée, on dit aux familles, moi je disais aux familles, mais amenez des petits meubles, évidemment, les chambres ne sont pas très très grandes, mais des petits meubles, des tables de nuit, un petit secrétaire, des cadres, des photos, des tableaux qu'ils avaient chez eux, de façon à reconstituer au maximum, qu'ils aient des points de repère, qu'ils ne se sentent pas complètement perdus, et en général, ça marche. Ça devrait être fait dans toutes les maisons de retraite. J'ai d'ailleurs toujours trouvé terrible, par exemple, que des personnes âgées qui déjà, c'est terrible d'aller dans des maisons de retraite, alors là en plus, mais qui en plus, souvent elles doivent se séparer de leur animal, lui-même âgé, parce qu'elles n'acceptent pas les animaux. Je trouve que c'est vraiment une déchirure, ça aussi. Alors nous, et maintenant on fait venir les animaux maintenant pour eux. C'est de la thérapie justement par les animaux. Il y a des séances de zoothérapie. Il faut voir l'éveil des personnes qui sont qui ont un mutisme complet de presque toute la journée, et dès qu'il y a les animaux, elles s'expriment. Et c'est incroyable. Mais bien sûr, mais moi je vais même plus loin. Je dis que dans ces maisons, les personnes âgées devraient pouvoir venir avec leurs animaux. Voilà, oui. Parce que c'est un lien essentiel. Ça pose un problème d'entretien, tout ça. Bon. Mais bon. On incite l'hygiène n'est pas, ça devrait pas être la priorité. Le bien-être devrait être la priorité. Bien sûr, bien sûr. Et comme je dis, faut voir
on s'en occupe comme si c'était nos grands-parents, quoi. Enfin, tout en ayant un recul, hein, bien sûr, en se mettant une barrière d'affectif. Mais des fois, quand il y a quelqu'un du personnel qui était un petit peu brut, je dis, écoute, si tu étais ta grand-mère, tu agirais comme ça avec elle? Parce que c'est ça qu'il faut voir. Bien sûr. C'est des personnes âgées qu'on nous confie et voilà. Oui. Enfin bon. Il y a Stéphane qui nous passe de la musique le dimanche sur son gramophone qui dit et pourquoi pas leur passer des chansons, des musiques qu'ils ont aimées, qu'ils ont eu l'habitude d'entendre. Et c'est vrai que ça, ils aiment beaucoup ça. Stéphane qui nous écoute actuellement, qui est en vacances. Bonnes vacances à lui. Oui. Mais nous, il fera un tabac lui s'il allait dans les maisons de retraite avec son gramophone. Des après-midi chansons, mais c'est toujours des chansons. C'est pas les chansons actuelles, c'est les chansons de leur temps. Et elles chantent incroyable. Même des personnes qui ont perdu beaucoup de leur mémoire, et elles retrouvent les paroles et elles chantent. Oui, j'ai vu des reportages là-dessus. Oui, ça leur fait souvent beaucoup de bien. Oui. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous et c'est important. C'est important de nous faire partager votre expérience et apaiser un peu les angoisses des familles. Oui. Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie, d'être intervenu. Au revoir, bonne soirée à vous. Au revoir. Voilà, il est l'heure de nous quitter. N'oubliez pas, dimanche, on se retrouvera avec le docteur Sylvain Mimoun en direct pour parler de sexualité. Très bon week-end à vous. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.